Alors bonjour, je suis Daniel Bernier, je suis agronome à la direction recherche et politique agricole à l'UPA. Et on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter un portrait de l'évolution de l'agroenvironnement au Québec. Donc, ce que je vais tenter de faire, c'est vous retracer un peu l'origine de ça et comment ça a évolué dans le temps. Alors, tout d'abord, mon plan de présentation. Je vais d'abord débuter par une petite mise en garde. On va ensuite définir qu'est-ce que c'est l'agro-environnement, parce que on en parle beaucoup, mais peu de gens peuvent mettre une définition précise là-dessus. Donc, on va commencer par préciser de quoi on parle. Je vais présenter ensuite les faits saillants d'hier à aujourd'hui en suivant la chronologie des principaux événements, particulièrement en matière de réglementation environnementale, parce que les deux sont intimement liés, la façon dont l'agro-environnement s'est mis en œuvre au Québec et le resserrement de la réglementation environnementale. Et enfin, je présenterai certaines perspectives d'avenir, donc les défis qui nous attendent dans les prochaines années, donc de façon très succincte. Donc, la petite mise en garde pour débuter. Ce que je vais présenter, c'est un survol de près de 7 décennies d'évolution de l'agriculture sous l'angle de l'environnement, sous l'angle environnemental, et en faisant ressortir certains événements les plus marquants. Donc, évidemment, en 30-40 minutes, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tout ce qui peut s'être passé puis avoir influencé le cours des choses. Mais, donc là, je présente un peu mon point de vue et puis je suis allé ressortir certains éléments qui m'apparaissaient les plus marquants. Donc, l'agro-environnement, c'est quoi au juste? Et donc là, j'ai fait, pour débuter, un peu d'ironie, évidemment. L'agro-environnement est soudainement apparu par un beau matin d'été. Il y avait un arc-en-ciel et des licornes, et tout le monde était heureux. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. L'agro-environnement est arrivé avec une certaine douleur, j'oserais dire. Le terme s'est imposé à partir des années 90 avec une certaine crise de confiance qui s'est installée à l'égard des pratiques agricoles. Donc, faut savoir qu'initialement, l'idée même que l'agriculture puisse avoir un impact sur l'environnement était quasiment exclue, là. Donc, ça paraissait pratiquement comme une folie de penser qu'on pouvait avoir un impact sur l'environnement. Moi, j'ai fait mon bac à l'Université Laval, puis juste pour vous dire, je suis rentré au bac en 86, puis à cette époque-là, il n'y avait même pas de cours sur l'environnement à l'Université Laval. C'est apparu vers la fin des années 80, beaucoup sous la pression des étudiants qui réclamaient qu'on puisse discuter des considérations environnementales liées à l'agriculture. Donc, c'est quand même un phénomène relativement récent. Alors, si on la définit plus précisément, l'agro-environnement, en fait, sur Internet, on peut trouver plusieurs définitions. Moi, celle qui me plaît davantage, c'est celle-ci. C'est une discipline scientifique. D'abord, hein, on parle d'une discipline scientifique qui a pour objet l'étude des aspects agronomiques, socio-économiques et écologiques liés à la production agricole ainsi qu'à la résolution des problématiques environnementales. Donc, déjà, comme je l'indiquais, ça présume d'une reconnaissance que l'agriculture a une incidence sur l'environnement, ce qui n'était pas acquis à la base, là. Et de fait, dès qu'on défriche une terre, et avant même d'avoir commencé à la cultiver, on a déjà un certain impact sur l'environnement, ne serait-ce qu'en relarguant du carbone dans l'atmosphère. Et là, donc, ici, on ne parle même pas encore de l'incidence qu'on peut avoir sur toutes les considérations hydrologiques et sur la qualité d'eau. Fort heureusement, l'agro-environnement, par des bonnes pratiques agro-environnementales, ça permet de minimiser ces impacts-là. Donc, c'est ça tout l'intérêt de cette science-là, de cette discipline-là, c'est qu'on peut trouver des façons de minimiser notre impact sur l'environnement. Alors, ça m'amène à faire cette rétrospective des principaux événements. Et là, je fais un retour en arrière assez important. Ça me semblait être le point tournant là, qui a fait basculer l'agriculture de l'ancien temps, la vivrière, où l'agriculture faisait vivre
de petites communautés ou même, à la limite, une famille. Et on s'est lancé dans l'agriculture beaucoup plus productive. C'est un point tournant, le rapport de la commission Héon en 1955. Alors, la commission donne son appui à une agriculture spécialisée. Donc, on fait le constat au Québec que là, si on veut répondre aux besoins grandissants d'une population qui commence à s'urbaniser, on souhaite améliorer la sécurité alimentaire, donc on a des défis importants de productivité. Il faut améliorer la productivité au Québec. Même on fait des constats à l'effet qu'on a pris un certain recul par rapport à nos voisins. Et donc, c'est l'économie de subsistance est révolue, donc on rentre dans l'ère moderne. Et donc, de fait, là, il va y avoir une rationalisation importante du nombre de fermes. On va passer de 150 000 fermes qui étaient présentes en 1941, puis en 71, il n'en restait plus que 60 000. Donc, on voit baisse assez radicale du nombre de fermes à partir de ces années-là. Et là, bien, l'agriculture change. Donc, ça, cette image-là, c'est l'agriculture de mon grand-père, ça. Et pourtant, je n'ai pas 150 ans, là. Mon grand-père, c'était comme ça qu'il cultivait. Et donc là, ça évolue très rapidement pour en arriver aux méthodes de culture qu'on connaît aujourd'hui, donc beaucoup plus intenses, avec une productivité accrue, évidemment. Mais évidemment, c'est pas sans incidence sur l'environnement, cette intensification, cette spécialisation-là de notre agriculture. Alors, l'agriculture a été amenée à satisfaire des marchés de plus en plus grands. Donc, on est passé de la famille jusqu'à nos jours où c'est vraiment la mondialisation et on a de la production porcine, par exemple, au Québec, qui sert à alimenter des Japonais. Donc, puis c'est correct comme ça parce qu'on aime bien consommer ici des bananes et du café, par exemple, qui ne sont pas produits ici. Donc, une certaine mondialisation est incontournable. Alors, si on regarde l'évolution démographique, c'est-à-dire, on voit, vous avez la ligne en rose là, où on voit la diminution du nombre de fermes. Aujourd'hui, on est rendu à 28 000 fermes environ au Québec et avec une population qui est toujours grandissante. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une population de près de 8,5 millions au Québec. Si on regarde le ratio, ce que ça représente comme ratio ferme pour la population, bien, on voit qu'au début des années 1900, une ferme permettait d'alimenter une douzaine de personnes. Et donc, pour ainsi dire, on nourrissait une famille. Donc, c'était vraiment de l'agriculture de subsistance. Alors qu'aujourd'hui, si on fait le ratio là, pour 2021, on est rendu à une ferme doit nourrir 300 personnes. Donc, les grands centres urbains qu'on a sont possibles grâce à une très forte productivité des agriculteurs qui représentent aujourd'hui moins de 2 de la population. Donc, faut forcément accroître la productivité pour permettre de pareils ratios. Suivant les recommandations de la commission Héon, il y a beaucoup de choses qui vont s'être faites, et notamment une intensification des travaux de drainage agricole. Alors, ça avait été, le rapport avait mis en évidence certaines problématiques de ce côté-là. On avait des déficiences en termes de rendement et de productivité dues à des sols qui étaient mal drainés. Au Québec, on a une pluviométrie importante, donc il fallait gérer ces excès d'eau-là, notamment avec la fonte des neiges au printemps. Donc, on s'est lancé dans les années 50-60 à faire des travaux importants de drainage. Et donc là, c'est des informations que j'ai tirées d'une présentation de Robert Beaulieu, que tout le monde connaît au MAPAC, qui a travaillé beaucoup en matière de drainage agricole. Cette présentation-là, si vous googlez quelques mots-clés, là, vous allez la retrouver si vous voulez avoir le fin détail de toute cette évolution-là. Mais donc, cette intensification-là du drainage, on le verra, là, aura des conséquences dans l'avenir. À cette époque-là, on s'imaginait que redresser des cours d'eau pouvait éliminer des problèmes d'érosion, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que ça les accentue. Donc déjà, il y a une question d'évolution des connaissances aussi. Il y a des choses qu'on a fait
dans le passé qu'on ferait probablement différemment aujourd'hui. Mais alors, on est tributaire des connaissances qu'on a au moment où on pose ces gestes-là. Ça ne veut pas dire que tout est mal, mais ça veut dire qu'il y aura probablement des correctifs à apporter en matière d'aménagement de nos cours d'eau. La pression sur l'environnement est en hausse. Donc, évidemment, on parle de spécialisation, d'intensification. Donc, quand on passe d'une agriculture extensive à une agriculture intensive à haute productivité, ce n'est pas sans laisser certains impacts sur l'environnement. De fait, le modèle productiviste en agriculture tend à dépasser la capacité de support des écosystèmes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, on retrouve ces affirmations-là dans les rapports de l'OCDE. Et ce n'est pas spécifique au Québec, cette situation-là. C'est vraiment généralisé dans tous les pays occidentaux. Donc, c'est le constat qui est fait. L'agriculture, quand on la pousse à son maximum, bien, on observe des problèmes de qualité de l'eau. Alors, encore là, selon les rapports de l'OCDE, on parle que la pollution imputable à l'agriculture est liée au ruissellement et au lessivage des éléments nutritifs, les pesticides, les sédiments, donc l'érosion, toute la charge sédimentaire qui peut être amenée vers les cours d'eau suite aux événements, aux précipitations. Et souvent, ça étonne des gens comment l'agriculture, une activité aussi proche de la nature, puisse avoir un impact sur l'environnement à ce point-là. L'agriculture, c'est très lié au vivant, donc comment une activité comme ça peut avoir un incidence sur l'environnement? Bien, ça s'explique par l'importance de la superficie que l'on cultive. Alors là, j'ai une image là, que vous reconnaîtrez, le Mont-Saint-Hilaire, la rivière Richelieu. On voit l'immensité du territoire agricole. Au Québec, on cultive 2 millions d'hectares. Donc, il suffit que vous perdiez 1 kilo de phosphore par hectare, ce qui est souvent au-delà de ça dans bien des situations, bien, ça vous fait 2000 tonnes de phosphore qui est perdu dans les cours d'eau au Québec. Là. Et donc là, c'est conservateur. Donc, on voit que, dans le fond, on parle véritablement ici de pollution diffuse. C'est l'effet de l'immensité du territoire qu'on occupe. La conscience environnementale se développe. Donc, on voit là, la société évolue très rapidement, s'urbanise. Puis à cette époque-là, bien, les préoccupations environnementales étaient loin de ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Donc, ça a pris des gens qui ont sonné l'alarme puis qui ont fait réaliser aux gens que là, on était peut-être en train d'aller un peu trop loin. Puis notamment, bien, je fais référence à un ouvrage d'une biologiste américaine, Rachel Carson, qui avait publié Le Printemps silencieux qui fait référence à un printemps où on aurait l'absence du chant des oiseaux. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une utilisation intensive du DDT, un puissant insecticide persistant, et ça affectait effectivement la santé des oiseaux, et puis les coquilles des oiseaux étaient fragilisées. Donc, elle avait, dans le fond, ça avait été c'est un ouvrage qui a contribué à lancer le mouvement écologiste dans le monde occidental. Et c'est d'ailleurs cet ouvrage-là qui avait conduit au bannissement du DDT aux États-Unis. Et là, je vais parler tout le reste de la présentation. Évidemment, moi, je focalise sur la réalité agricole, l'impact de l'agriculture sur l'environnement, mais c'était généralisé, là. Donc, pour vous donner un exemple hors agriculture, lors de l'Expo 67, pour contrôler les mannes, là, ceux qui connaissent bien ce secteur-là savent qu'à certains moments de l'été, il y a une profusion des éphémères. C'est des petits insectes qui sont pas très dangereux, mais que ça peut être assez agaçant d'avoir auprès de soi. Donc là, les gens de l'Expo 67 avaient épandu 6 tonnes du DDT. Donc, c'est un insecticide là, comparable au DDT, donc guère mieux pour l'environnement. Et on avait épandu ça sur les rives du fleuve pour contrôler les insectes. Alors, vous imaginez, donc la question environnementale, c'est dire à quel point, d'une certaine manière, on partait de loin et on avait tout à apprendre et on découvrait l'impact de notre développement accéléré sur la qualité de l'environnement.
Alors, si j'en reviens à l'agriculture, bien, au Québec, parce qu'au fait, l'agro-environnement, là, dépendamment des régions du monde et puis du type d'agriculture qui s'y pratique, bien, ça peut, la question environnementale peut émerger de différentes manières. Au Québec, comme on est une province qui est très axée sur l'élevage, bien, c'est par l'intermédiaire des fumiers, de la gestion des fumiers, que les problèmes les plus aigus sont apparus. Alors, on le disait, il y a moins de fermes, il y a plus de production, donc plus de fumier par ferme. On a aussi l'effet de la spécialisation des fermes. Donc, on a des gens qui vont se consacrer spécifiquement à l'élevage, donc pour être encore plus performants. Mais donc, on se retrouve avec des élevages sans sol, donc nouveau phénomène. Des élevages sans sol qui se concentrent principalement dans 3 régions, Chaudière-Appalaches, en Montérégie, dans la région de la Nadière. La gestion liquide qui apparaît. Donc, quand on se retrouve avec des grands bâtiments d'élevage pour faciliter la gestion des fumiers, on va passer à une régie liquide. Donc, ça s'explique très bien en termes de gestion à l'intérieur du bâtiment. Par contre, là, il y avait tout un apprentissage à faire pour ce qui est du recyclage des éléments fertilisants dans les champs quand on est avec une nouvelle forme de fumier. On estimera en 2001 qu'on a 32 millions de mètres cubes de fumier lisier à gérer, là, donc en incluant les eaux de dilution et la litière. Donc, ce graphique-là montre l'évolution des volumes de fumier par type de production. Et donc, vous avez là pour la courbe là, qui est la plus ascendante, c'est celle liée à la production porcine. Donc, véritablement, au Québec, il y a un développement important de la production porcine. On mise sur cette production-là. On a tout ce qu'il faut pour être performant. Mais donc, ça fait en sorte que cette production-là va avoir des défis tout particuliers à gérer compte tenu de ce changement important-là. Donc, d'une part, la production qui se développe, des nouveaux bâtiments qui s'installent dans des endroits où les gens n'avaient pas été confrontés à de la gestion de fumier nécessairement. Et puis, on arrive avec donc des plus gros volumes, la gestion liquide, avec une intensité d'odeur qui peut être accentuée. Donc, tout ça a fait en sorte que la production porcine, puis vous allez le voir dans le restant de la présentation, a été un peu au cœur là, des enjeux agro-environnementaux. Ça, c'est une image qui date du début des années 90. Donc, c'est le genre d'installation qui commence à apparaître dans le paysage. Donc, on voit, ces installations-là se situaient dans la région de Bellechasse. Donc là, on voit qu'on a une douzaine de fosses à lisier, donc un gros volume de lisiers à gérer qui sont situés à un endroit précis. Donc là, c'est tout le défi, après ça, de s'assurer de faire une gestion optimale des éléments nutritifs. Et donc là, c'est ça. Donc, en concentrant les élevages dans certaines régions, à un moment donné, on peut finir par dépasser la capacité du support. Comme mode de gestion pour l'épandage, ça, c'est un mode... Encore là, on est au début des années 90. C'est une image prise dans la région de la Beauce. C'est un mode qui avait été privilégié pendant un certain temps. Ça avait l'avantage de minimiser, en fait, d'éviter la compaction des sols. Par contre, vous comprendrez bien que en termes de cohabitation et pour des considérations d'odeur, c'était problématique avec le voisinage. C'était pas recommandé d'aller tendre son linge sur la corde là, ces journées-là. Alors, c'est un type d'épandage qui, par la suite, a été banni, mais on voit un peu jusqu'où où les excès ont pu aller jusqu'à un certain moment donné. Ici, vous avez une ferme porcine au Nebraska. Donc, encore là, le modèle porcin, là, c'est reproduit partout, un peu partout. À la différence, ici, vous voyez, du côté américain, on fonctionne beaucoup avec des lagunes. Donc, encore là, la même problématique, des volumes importants qui se retrouvent localement, qu'on doit par la suite transporter vers des terres réceptrices pour l'épandage. Des lagunes, on a vu ça assez peu au Québec, là, avec la météo qu'on a, la neige, tout ça.
même si le coût de construction est inférieur, là, sur le long terme, ça fait tellement d'eau de dilution à gérer par la suite que ça n'a pas été un mode de gestion qui a été, un mode d'entreposage qui a été au final très populaire. Alors, toujours dans cette gestion des fumiers qui a été fortement critiquée, dès la fin des années 70, le ministère de l'Environnement s'inquiète de la multiplication des fermes d'élevage sans sol. Alors, en 81, le ministère de l'Environnement adopte le règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale. Et dans les années 80, là, il va beaucoup être question de traitement des fumiers. Donc là, comme on se rend compte que des limites, des possibilités d'épandage dans certaines régions, on envisage le traitement. Et même le ministère de l'Environnement va participer, en fait, va être promoteur d'un projet d'usine de traitement à Saint-Élisère-de-Beauce. Ça n'a pas été un succès, cette histoire-là, mais puis de toute façon, après ça, on a parlé beaucoup de traitement, mais avec le traitement des lisiers, la difficulté, c'est toujours au plan économique. Donc, oui, c'est possible de traiter du lisier, on peut séparer le liquide du solide, mais il y a des coûts importants à ça. Puis les marges de profit sont minces en production. Donc là, si vous ajoutez des coûts de production pour le traitement du lisier, vous risquez de ne pas être rentable. Donc, au final, c'est l'épandage qui a toujours été privilégié, là, sauf exception. En 87, donc on voit que là, les choses commencent à se corser. En 87, le gouvernement impose un moratoire sur le développement de la production porcine dans la région de la Naudière. La production porcine est désignée responsable de la dégradation de la qualité des eaux de la rivière Assomption. Puis là, je l'indique, bien que la rivière Joliette y rejetait toujours ses égouts. Donc là, je vous parle de pollution agricole, là, mais tout le monde est un peu responsable de l'état de l'environnement. Donc, le milieu municipal avait aussi ses défis. D'ailleurs, il y avait un programme qui les accompagnait pour doter les municipalités de systèmes de traitement des eaux usées. Mais donc, toujours est-il que c'est le développement important de la production porcine dans le bassin versant de la rivière Assomption qui avait amené ça avait probablement été un peu la goutte qui avait fait déborder le vase. Et donc là, on s'était retrouvé avec des pressions importantes pour empêcher le développement de la production porcine. Ce moratoire-là, qui est spécifique à la région, à la Naudière, avait été élevé en 1995 par le ministre Jacques Brassard, donc ministre de l'Environnement. Mais sous certaines conditions. Donc, il fallait être propriétaire des terres pour l'épandage ou passer par un organisme de gestion des fumiers, là, les fameux OGF qui ont été mis en place pendant un certain temps à cette époque-là. Dans le communiqué de presse, je trouvais ça intéressant de le souligner, là, ça vous permet de voir un peu l'état d'esprit dans lequel nous étions à cette époque-là. Dans le communiqué du ministre, qui était normalement dans un communiqué de presse, on pèse les mots. Alors là, on disait ce moratoire avait été rendu nécessaire pour lutter contre les effets néfastes de l'élevage de porc dans cette région. Alors, ça vous donne une idée de l'état d'esprit. En 1988, le MAPAC lance le programme d'aide à l'amélioration de la gestion des fumiers, le fameux PAGEF, qui deviendra par la suite le PAIA, un programme d'aide à l'investissement, et donc c'est l'ancêtre de l'actuel programme Prime Vert. Au début, c'est principalement orienté vers l'amélioration du stockage des fumiers. Donc, c'est vraiment le budget est essentiellement consacré à ça. Il y a quand même des volets du programme pour faire plus de recherches en matière de gestion des fumiers, améliorer les connaissances et aussi faire la promotion de l'usage des fumiers comme fertilisant, parce que dans le passé, ça avait été un peu négligé. Avec l'agriculture moderne, l'arrivée des engrais minéraux, on pouvait d'une certaine manière se permettre d'être un peu négligent en matière de recyclage des éléments fertilisants contenus dans les fumiers, puisqu'on pouvait se rabattre facilement sur les engrais minéraux. Alors là, c'était de revenir puis de réapprendre que les fumiers ont une valeur fertilisante et qu'on doit bien les conserver et bien les gérer. Vous avez en 1990 la publication de rapports là, qui faisait état des surplus de fumier dans 3 régions que je vous ai mentionnées, les régions de concentration d'élevage.
87, là, je fais un petit... donc, évidemment, au Québec, il y a beaucoup été question de fumier, mais les pesticides inquiètent aussi. Donc, très brièvement, 87, la loi sur les pesticides qui arrive. 92, la première stratégie phytosanitaire du ministère de l'Agriculture, auquel l'UPA et le ministère de l'Environnement étaient partenaires. Initialement, on avait un objectif de réduire de 50 l'usage des pesticides. Évidemment, on sait très bien qu'on n'a pas atteint ces objectifs-là. Ce n'est pas tout d'annoncer des objectifs de réduction. Il faut avoir les moyens. Ça prend des solutions de rechange, ce que, manifestement, nous n'avions pas. Donc, ça a été par la suite là, revu et les objectifs ont été revisités. Mais le mot d'ordre en matière de pesticides, c'est rationaliser, hein, donc réduire et remplacer. À chaque fois qu'on peut, les pesticides par des façons, des solutions de rechange. Donc, j'en arrive au début de l'agro-environnement. C'est essentiellement au début des années 90 là, sur fond de tension entre les citoyens et les producteurs agricoles. Il y a un resserrement, donc tous ces événements-là, donc l'inquiétude des gens face à l'usage des fumiers, ça amène le politique à se mobiliser. Il y a un resserrement réglementaire qui plane à l'horizon. Le ministre Pierre Paradis, qui est à l'époque ministre de l'Environnement, donc, publie un projet de règlement au air-sol en 1994, qui ne sera pas adopté finalement, mais il y avait là-dedans des éléments très, très, très contraignants. Là, si on avait fait des analyses à l'UPA à cette époque-là, puis on avait démontré qu'on paralysait complètement l'agriculture québécoise. Donc, finalement, ça n'avait pas été adopté, mais la menace avait néanmoins été prise au sérieux. Alors, justement, les producteurs se mobilisent parce que, voyant planer le spectre d'une réglementation très contraignante, on se dit on est mieux d'être proactif et donc de travailler à améliorer nos pratiques. Donc, en 1994, l'UPA adopte une première stratégie agro-environnementale pour soutenir et encourager l'engagement des producteurs. Dans le fond, on veut mobiliser les gens. On va essayer de changer la perception des producteurs qui, au début, étaient beaucoup sur la défensive. Hein, et ça, pour les producteurs, je me souviens, quand on parlait de pollution, pour un producteur agricole, la pollution, ils voyaient ça en ville. Ils ne voyaient pas ça chez eux. Donc là, déjà, d'expliquer c'est quoi de la pollution agricole, puis de dire qu'il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser notre impact. Donc là, il y avait de la sensibilisation, il y avait de l'éducation, ce que cette première stratégie-là visait tout particulièrement. On demande d'ailleurs la mise en place d'outils structurants, donc comme le développement et la consolidation du réseau des services conseils en agro-environnement, donc nos fameux clubs là, qui ont joué un rôle très important dans l'évolution agro-environnementale, la création de l'IRDA. Donc, ça nous prenait de la science. Hein. Si on veut améliorer nos façons de faire, on a besoin de connaissances. Donc, et là, il y avait un déficit de connaissances scientifiques dans ce domaine-là. Donc, l'IRDA, on a réclamé la mise en place d'un institut de recherche dédié à l'agro-environnement. Et on a aussi demandé d'établir un portrait agro-environnemental de la situation des fermes au Québec. Ça a commencé par les fermes porcines en 1997. Ça s'est poursuivi avec l'ensemble des fermes là, en 1998. Donc, on a visité 18 000 fermes là, qui ont été, donc des gens qui ont été rencontrer les producteurs et qui ont établi vraiment le portrait des fermes. Puis on a pu faire des portraits régionaux et sectoriels, voir quelles étaient les forces et faiblesses à chacun des endroits. Puis donc, d'avoir un point de départ sur lequel on a pu s'appuyer pour dire, bien voilà les progrès que nous devons faire au cours des prochaines années. Et il y a des mises à jour qui auront été faites de ces portraits-là en 2003 et en 2007. Parallèlement à ça, l'UPA revendique aussi, l'UPA et les producteurs, devrais-je plutôt dire, les producteurs revendiquent le droit de produire. Alors, parallèlement à l'adoption de la stratégie, parce que les tensions sociales avaient amené le monde municipal à réglementer de façon, j'oserais dire, abusive, là, faisait du zonage de production. Et donc, le territoire agricole, bien qu'il était protégé, on se retrouvait avec des activités agricoles qui, elles, ne pouvaient, dans certaines circonstances, pouvoir difficilement se réaliser. Donc, la loi 23 est adoptée et on ajoute un A à la loi
de protection du territoire agricole qui deviendra, où on protégera aussi les activités agricoles. Et il y aura par la suite certains ajustements pour encore encadrer davantage le pouvoir des municipalités en matière de zonage de production animale. 97, le RPOA, donc Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole qui est adopté. Et là, vous remarquerez, le premier règlement de 81 se nommait Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale. Là, on passe en 97 au Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. Alors là, il y a une admission d'un échec parce que là, on fait le constat qu'il y a une pression agricole qui est devenue insoutenable d'une certaine manière, et donc on veut corriger le tir. Alors, ce règlement-là introduit le plan agro-environnemental de fertilisation, pas exactement sous la forme qu'on le connaît aujourd'hui, mais l'essentiel de l'idée est là pour une gestion optimale des éléments fertilisants. La norme phosphore apparaît. Encore là, la première version était extrêmement contraignante. Il a fallu retravailler ça pour arriver plus tard à une nouvelle version. Le règlement aussi... donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que, dans le fond, cette norme-là va devoir être revisée. David Clich disait à l'époque, dans son communiqué, c'est simple, mais il faut le faire, épandre uniquement les quantités nécessaires de fertilisants pour assurer la croissance des plantes. Dans les faits, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais c'est néanmoins nécessaire. En 2000, il y a le BAP qui tient une commission sur la gestion de l'eau. Il y a un chapitre important qui traite des questions agricoles. On juge les progrès trop lents et insuffisants et on fait des recommandations, notamment sur la conditionnalité environnementale qui sera graduellement appliquée à compter de 2002. 2002, adoption du RAA, le règlement qui est encore actuellement en vigueur. André Boisclair, alors ministre de l'Environnement. Donc, comme je le mentionnais, il y a des ajustements qui sont apportés à la norme phosphore. Donc, c'est les ABAC que l'on connaît présentement. Il y a un calendrier de mise en œuvre. Donc là, plutôt que de... Parce que là, il faut être conscient qu'on passait d'une réglementation qui, autrefois, accordait des droits d'exploiter, d'avoir... Donc, des droits des unités animales étaient accordés en fonction de la norme azote, là. Là, en passant à la norme phosphore, on se retrouvait avec un besoin de superficie additionnelle pour épandre les fumiers. Donc, du jour au lendemain, une entreprise agricole pouvait se retrouver à devoir doubler, voire tripler ses surfaces d'épandage. Donc, non seulement on revisitait la norme phosphore, mais on se donnait un calendrier d'application. Il y a le bilan phosphore qui est imposé annuellement pour s'assurer que chaque entreprise a la capacité de gérer adéquatement les fumiers qu'elle produit. Il y a aussi diverses autres exigences qui apparaissent. Limitation d'épandage à l'automne, gestion des eaux de laiterie, accès des animaux aux cours d'eau, cours d'exercice et amas, des amas de fumier au champ en fonction de guides de bonne pratique qui ont été aussi élaborés à cette époque-là. Donc, un règlement qui tente de cibler toutes les sources de pollution ponctuelles et diffuses. Et donc, les choses se mettent en place à partir de ce moment-là. Là, et aussi, le règlement prévoit un temps d'arrêt de 2 ans pour la production porcine. Donc, encore une fois, la production porcine qui est ciblée. Donc, on s'inquiète de son développement accéléré et de sa capacité à gérer adéquatement les lisiers. Ça nous amène en 2003 avec un BAP spécifiquement sur la production porcine. Alors, le rapport est dévoilé en 2003 et il contient 58 recommandations et 54 avis. Et en gros, bien, on dit qu'il faut changer les façons de faire pour éviter la crise sociale. Donc, on demande au secteur de donner un coup de barre. Ce que les gens de la Fédération des producteurs de porc ont fait. Donc là, je lève mon chapeau parce que ces gens-là ont travaillé très fort. Ils étaient continuellement dans l'actualité. Donc, c'était une période difficile.
Le président de l'époque, Clément Pouliot, dira que la Fédération a été forte et a décidé de se faire aider. Donc, la Fédération a engagé des gens. Ils ont réanalysé un peu toute leur gestion et ils se sont dotés d'un plan agro-environnemental. Ils sont allés le présenter à leurs détracteurs et ils ont remis les gens en confiance. Puis, maintenant, on peut dire que les producteurs de porc sont des gens avant-gardistes en matière environnementale, là. Donc, puis je voyais récemment le président des éleveurs de porc là, s'intéresser à toute la question des gaz à effet de serre, puis vouloir positionner son secteur pour démontrer qu'il y a une faible empreinte au plan du carbone par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Donc, ces gens-là ont travaillé très fort. Ils sont, compte tenu de là où ils partaient puis de la pression publique qui s'exerçait sur eux. Malgré tout ça, la réglementation se resserre à nouveau en 2004. Le ministre de l'Environnement de l'époque, Thomas Mulcair, a introduit une disposition qui interdit l'accroissement des superficies en culture. Donc, le ministère de l'Environnement fait une corrélation entre l'importance de la superficie cultivée sur un territoire et la quantité de phosphore qu'on retrouve dans le cours d'eau. Donc, l'interdiction est toujours en vigueur d'ailleurs. 2005, l'UPA ont mis sur des partenariats. Donc là, malgré la réglementation qui se resserre et toutes les difficultés que ça peut apporter, on veut quand même rester proactif, on veut faire avancer les choses, on veut mobiliser les producteurs positivement. Donc, dans un premier temps, en 2005, on fait un partenariat avec la Fondation de la Faune. Donc, l'idée, c'est de faire des projets dans des petits bassins versants et d'amener l'ensemble des producteurs à poser des gestes pour améliorer l'habitat faunique sur les cours d'eau qui traversent leur ferme. Et donc, ça a été très apprécié, ça, et cette expérience-là va nous conduire au plan d'action concerté où on invite les ministères à se joindre à nous, donc le MAPAC, le ministère de l'Environnement, Agriculture Canada, pour reproduire ce modèle-là, mais à plus grande échelle. Donc, toujours l'idée d'intervenir sur un petit bassin versant, mobiliser les producteurs, donc aller chercher les leaders dans ce bassin versant-là, et puis de poser des gestes très concrets et d'accompagner les gens dans cette démarche-là. Alors, ça a amené le démarrage de 55 projets de gestion de l'eau par bassin versant. 4 800 producteurs vont avoir participé à ça. Puis, il y avait une peur réglementaire qui était aussi associée à ça, parce qu'il faut dire que pendant les 10 années précédentes, là, donc de 1997 à 2007, la réglementation environnementale avait changé à tous les années. La Commission sur l'avenir de l'agriculture remet son rapport en 2008. Je passe brièvement là-dessus. Il y a un chapitre qui traite de l'environnement. On souligne l'importance des services conseils en agro-environnement, évidemment, et puis il y a des recommandations qui sont formulées, notamment en ce qui concerne l'éco-conditionnalité et la rétribution des biens et services environnementaux. Suite à l'expérience du plan d'action concerté 2007-2010, donc à l'échéance de ce plan-là, l'UPA souhaite renouveler ce type de partenariat, donc ce type d'action concertée avec les ministères, mais sur une durée beaucoup plus longue. Donc, le constat qui a été fait, c'est que le précédent plan, sur une durée de 3 ans, est insuffisant pour espérer mesurer des progrès. Donc, on sait en agriculture, quand on intervient saison après saison, les résultats ne sont pas immédiats. D'autant qu'il y a des choses, il y a des essais qui ne sont pas toujours fructueux, donc il faut corriger le tir. Donc, bref, on veut une vision long terme. Et donc, c'est la revendication qu'on fait auprès du gouvernement. Mais la réponse est venue beaucoup plus tard, donc, et c'est le plan d'agriculture durable qui répond à cette demande-là qui est annoncée l'automne dernier par le ministre André Lamontagne. Les années 2010 se distingueront par
les problèmes de cyanobactéries dans certains plans d'eau. Donc, il y a d'ailleurs une commission parlementaire là-dessus. Puis l'agriculture, dans certains cas, était pointée du doigt. Donc, ça a été un enjeu qui est survenu dans les années 2010. La montée des préoccupations entourant l'usage des pesticides. Alors, on le sait, et là, c'est beaucoup plus d'actualité, tout ça. La question des pollinisateurs, les néoniques, les résidus dans l'eau, la question de la santé même des agriculteurs qui sont utilisateurs de ces pesticides-là. En 2016, le vérificateur général, d'ailleurs, fait des recommandations concernant l'usage des pesticides et souhaite de renforcer l'encadrement concernant l'usage. Il y a aussi des préoccupations grandissantes concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Et d'ailleurs, il y aura une loi en 2017 qui va être adoptée pour renforcer leur protection. Ça nous amène aux perspectives d'avenir. Alors, évidemment, l'agroenvironnement, c'est souvent, les producteurs, ça fait maintenant quelques décennies qu'on y travaille. Parfois, ils se disent, bien, coudonc, quand est-ce que ça va finir? Là, on m'en demande toujours plus, je dois toujours m'améliorer. Puis tout ça dans un contexte où il y a une préoccupation de compétitivité, de rentabilité des fermes. Puis on se demande, est-ce qu'un jour, on va pouvoir dire enfin, bien, tout est beau, c'est parfait d'un point de vue environnemental? Eh bien, je crains bien que non, ça ne sera jamais terminé. On aura toujours des nouveaux défis en agroenvironnement, en environnement en milieu agricole, parce que les conditions changent. Pensons simplement au changement climatique. Ça nous amène à devoir nous réadapter. Et comme on est toujours plus nombreux sur la planète, bien, il faut tenter de réduire autant que faire se peut l'incidence de nos activités, quelles qu'elles soient, industrielles, municipales et agricoles. Il faut tenter de minimiser ces impacts-là sur l'environnement. Donc, les éléments qui m'apparaissent incontournables là, dans les futures années, évidemment, la santé des sols, et là, je le répète 3 fois, la santé des sols, c'est un élément intégrateur. Alors, si des sols en santé, déjà, on a des bonnes chances de minimiser l'impact sur l'environnement. Donc, ça, ça m'apparaît incontournable. De l'espace pour les milieux naturels et des rétributions pour les biens et services écologiques qu'elles génèrent. Ça aussi, on a souvent une vision anthropocentrique là, du territoire et un espace naturel est parfois jugé improductif, puis là, on veut l'exploiter, mais on a besoin des espaces naturels ne serait-ce que pour assurer la disponibilité de l'eau de qualité satisfaisante. Donc, il faut protéger des espaces naturels. Et donc, dans le sud du Québec, on a déjà une utilisation assez intensive du territoire. Donc, il faut trouver des manières de préserver des espaces naturels, mais il faut, et je pense que là, ça devient nécessaire d'imaginer des formes de rétribution pour les services écologiques que génèrent ces milieux naturels-là. Parce que là, quand on demande à un propriétaire privé de sacrifier son intérêt privé, son intérêt personnel au profit de l'intérêt collectif, bien, je pense que ça mérite une rétribution. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, les travaux là, réalisés à l'UPA de Montérégie avec ALUS sont intéressants, sont instructifs. Même si c'est à petite échelle pour le moment, c'est quand même intéressant de voir comment on peut mettre en œuvre certaines formes de rétribution de biens et services écologiques. La naturalisation de certains tronçons de cours d'eau en milieu agricole, tout en assurant le bon drainage des terres. Alors là, c'est une affirmation toute simple, mais qui soulève de très grands enjeux. Donc, ça, c'est de trouver le compromis adéquat là, pour améliorer les fonctions écologiques des cours d'eau, mais tout en respectant le fait qu'on est sur un territoire où il y a une activité économique, on doit assurer les fonctions de drainage. L'optimisation de la gestion des nutriments, azote et phosphore, ce n'est pas terminé, ça. Il faudra toujours perfectionner notre gestion, ne serait-ce qu'avec l'azote, où il y a des défis, il y a un lien avec les excès d'azote et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, optimiser notre fertilisation azotée sera primordial. La réduction des GS de façon générale, donc ça interpelle tous les citoyens.
Donc, il y a vraiment des gros enjeux. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais tout le monde est bien conscient de ça. L'adaptation au changement climatique, c'est aussi les événements climatiques extrêmes, les périodes de sécheresse. Donc, ça va nous amener à devoir nous ajuster. Et enfin, je termine avec aussi une cohérence nécessaire entre le citoyen et le citoyen et le consommateur. C'est la même personne, mais ils ont des comportements différents. Le citoyen est très revendicateur, en veut toujours plus d'un point de vue environnemental, mais le consommateur qu'il est quand il rentre dans une épicerie a tendance à se diriger vers les denrées les moins chères. Donc, à un moment donné, la protection de l'environnement, il y a un coût à ça. Donc, on ne peut pas toujours mettre de la pression sur les producteurs pour produire davantage à moindre coût en protégeant mieux l'environnement. À un moment donné, il y a des limites à ça. Donc, le consommateur va devoir être conscient que ces exigences au plan sociétal ont un coût et il faut que ça soit rétribué d'une manière ou d'une autre. Alors, ça termine ma présentation. Je vous remercie.